C'était autrefois un élevage bovin. J'ai fait quand même 21 ans d'élevage bovin associé avec mes parents. Ensuite, il y a eu les chevaux, et là, maintenant, il va y avoir du vin. Vous voyez, dans la même grange, sur une génération, il y aura eu trois activités agricoles totalement différentes, quoi. Ah, l'arrêt d'élevage, ça a été... déjà, c'est toujours un drame. Bon, c'est d'abord économique. Économiquement, c'était plus du tout en phase avec les revenus qu'il fallait espérer. Ça ne pouvait plus non plus rémunérer de la main-d'œuvre 7 jours sur 7, week-end compris. C'était plus possible. Et puis après, il y a le marché qui a changé, et puis d'autres aspects qui ont fait qu'on ne pouvait pas continuer, il n'y a plus de rentabilité, quoi. Entre 82 et 2019, le nombre d'agriculteurs a été divisé par 5. C'est un peu la conséquence de la compétition qui se durcit dans ce domaine-là. Notre secteur agricole était globalement exportateur. C'était même un des secteurs qui portait d'une certaine manière l'économie française. Aujourd'hui, il est en train de devenir importateur. C'est une menace plusieurs fois agitée que Donald Trump entend désormais mettre à exécution. L'Union européenne a finalement perdu sa souveraineté politique. L'OMC, c'est une mort vivante. Ces représailles de la Chine cherchent à fracturer plus encore les 27 et s'ajoutent à des menaces similaires contre les produits laitiers et le porc européen. C'est de plus en plus complexe de produire de la nourriture en Europe. Un décrochage de la production. Les prix ne cessent de flamber. Madame Lambert, merci d'être avec nous. Donc, je voulais simplement commencer par cette question. Comment vous voyez évoluer justement le panorama mondial de cette agriculture et des nouveaux rapports de force qui en découlent? Les choses ont beaucoup changé depuis la crise Covid. Quand toute l'économie mondiale s'est mise à l'arrêt à cause du Covid, avec le confinement dans tous les pays, les gouvernants ont eu peur de manquer, ont eu peur de pénurie alimentaire. Les questions étaient, est-ce qu'il va y avoir des ruptures de chaîne alimentaire? Est-ce que vous serez capable de nourrir les populations sans qu'il y ait des risques de pénurie, donc des paniques et des actes d'achat intempestifs qui renforcent encore le risque de pénurie? Les gouvernants en ont pris conscience. Ça a été un moment difficile. L'agriculture a répondu partout, diversement. En Europe, ça a tenu, parce que l'agriculture européenne est organisée, structurée, en filière, grâce essentiellement à la politique agricole commune, qui a permis cette structuration. Mais dans bon nombre de pays, de continents, il y a eu des ruptures dans la chaîne alimentaire, il y a eu des paniques. Et donc les gouvernants ont eu une tentation de se dire il faut assurer un minimum vital pour ma population si jamais ça devait revenir. Ce qui a amené au devant de la scène le concept de souveraineté alimentaire. On entend souveraineté économique, on entend en ce qui nous concerne souveraineté agricole. Du début, c'est-à-dire de la semence jusqu'aux entrants, jusqu'aux consommateurs, tout devrait se faire en France. La souveraineté alimentaire signifierait qu'on soit capable d'être autarcique d'un point de vue alimentaire, mais aussi s'interdire les apports étrangers. Donc réfléchir en termes de souveraineté alimentaire revient à rechercher un consensus entre producteurs, consommateurs, sur ce qu'on souhaite produire, ce qu'on souhaite consommer, importer, exporter, afin de définir une stratégie alimentaire au lieu de la subir et définir les politiques nécessaires à son déploiement. Il y a la question du renouvellement des agriculteurs et comment on accompagne des jeunes populations à s'installer dans des territoires ruraux pour reprendre des exploitations agricoles et maintenir la souveraineté alimentaire française. C'est une vraie question et cette question n'est pas dissociable de la question de la rémunération aussi des agriculteurs. Comment on fait pour que les agriculteurs aient un revenu décent et qu'ils puissent vivre de leur production? Heureusement qu'en fait, on essaie de diversifier les productions. Le but, c'est ça, hein, comme on dit nous paysans, mais on essaie de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Et j'avoue que si j'avais eu encore l'élevage, ça aurait été encore mieux, vu que c'est encore une production de plus qui fait que quand vous êtes des grandes cultures qui vont pas bien, vous avez aussi l'élevage, voilà quoi. La moyenne des élevages en France, c'est 250 truies. Voilà. Les plus gros élevages sont autour de 500, 800 truies. Ce sont des élevages collectifs avec plusieurs agriculteurs et des salariés. Oui. Si la Chine développe cet ensemble de 26 000 truies, ce qui est énorme, 26 étages de 1000 truies, dans un endroit super sécurisé, c'est qu'elle a été psychosée par ce qu'elle a vécu avec la fièvre porcine africaine qui a atteint le cheptel, qui a détruit 30% du cheptel,
Ce qui fait qu'il y a une flambée du prix du porc, dont les consommateurs chinois sont très friands, de 30%. La Chine a mesuré le risque de la dépendance d'autres pays pour son alimentation. Il faut savoir que la Chine, c'est 7% de la surface agricole utile, mais c'est 22% de la population mondiale. Oui. C'est dire s'ils ont une vraie dépendance de tout. Et donc, ça doit nous préoccuper parce que la France, par exemple, et l'Europe, est très exportatrice de produits porc vers la Chine. La Chine absorbe ce que les Européens ne mangent pas. Les tripes, les boyaux, les oreilles, les queues, certaines poitrines, des produits que les consommateurs européens n'affectionnent pas, mais qui permettent de valoriser l'ensemble du porc. Donc, nous importons des pièces de porc, notamment du jambon, mais nous exportons ces pièces que personne ne mange. Ce qui veut dire aussi, et ce qui relativise parfois certains propos qu'on a entendus récemment condamnant les échanges. On échange, la France exporte, l'Europe importe. Il faut savoir quels sont les équilibres et surtout, il y a des conditions de production très différentes qui parfois nous mettent en concurrence. Et un agriculteur aujourd'hui, une exploitation agricole, demain, elle doit être soutenable, elle doit être transmissible, elle doit être diversifiée, elle doit être dérisquée, mais elle doit être profitable. Si elle n'est pas profitable, il n'y a pas de souveraineté dans la durée. Et le début de la souveraineté alimentaire du consommateur, c'est la sécurité des revenus du producteur. Donc voilà, ça se termine, en fait, ça part à l'usine, là. Ça part à l'usine, ça se conserve ici, au froid. Et c'est une activité qui va pas trop mal cette année. On a besoin de frites. J'ai plusieurs catégories dans les pommes de terre. Il y a ce qu'on appelle il y a les primeurs, celles qu'on a très tôt, qui sont françaises, qui sont plutôt ouest, bretonnes. Ensuite, vous avez tout ce qui est le frais, donc c'est le sac de patates. Puis après, il y a tout ce qui est transformé, donc c'est de l'industrie. Et dans l'industrie, alors vous avez toutes les familles. Donc vous avez la frite, la chips, la purée, toutes les transformations possibles. C'est toujours des variétés différentes. C'est quand même dommage. On a du blé dur. On cultive le blé dur, qui est le cousin du blé tendre, pour le pain. Le blé dur, c'est pour les pâtes. Et en fait, on ne le transforme pas assez. Donc en gros, on le fait transformer en Europe, pas très loin. Et ça nous revient après en paquet. Ça fait partie des trucs totalement aberrants, qu'économiquement, nous, au premier maillot, on a du mal à comprendre. Voilà, pourquoi on l'a pas fait, quoi. Et en pommes de terre, c'est globalement français, mais il y a aussi pas mal de capitaux belges qui sont là maintenant. Et là, c'est le même raisonnement. Pourquoi les Belges, nous, on aurait pu le faire? Voilà, le boss, c'est l'Union européenne. Les directions, c'est souvent à travers, entre autres, la PAC, la politique agricole commune. Et derrière, c'est dupliqué avec des plans stratégiques nationaux. Voilà. Ces deux-là, d'ailleurs, connaissent, on peut en parler tout de suite, ces deux-là connaissent toutes les concurrences déloyales qu'on subit aujourd'hui, intra-européennes. Parce que la théorie de l'Union européenne à l'origine, c'était de se dire, finalement, on va rentrer des pays sur lesquels on sait que socialement et fiscalement, ils ne sont pas forcément harmonisés, mais le temps viendra où ils nous rattraperont et donc il n'y aura pas de problème. Mais dans la réalité, beaucoup de pays, notamment dans les derniers entrants, ont tout fait pour ne pas nous rattraper du tout et ont un avantage compétitif objectif pour tout ce qui utilise beaucoup de main-d'œuvre. Et il y a une question qui me paraît être aussi fondamentale, c'est comment on défend l'agriculture aussi dans un cadre européen. Parce qu'il ne faut pas oublier que la France, ou l'agriculture française, fait partie d'une politique de marché commune dans laquelle les produits circulent librement. C'est-à-dire que des produits agricoles européens de Pologne peuvent rentrer librement en France sans restriction. Et ça interroge sur la compétitivité même de l'agriculture française et la défense des intérêts nationaux, des intérêts vitaux français au niveau de Bruxelles et au niveau du Parlement européen. L'agriculture, c'est bien plus que la nourriture, c'est plus que la fourniture d'alimentation. C'est une question de territoire. L'agriculture présente partout, elle structure un territoire, elle fait société, elle sédentarise des populations parce qu'il y a une fourniture d'alimentation. Et donc, depuis le Covid, il y a eu cette prise de conscience. Ça a été amplifié avec la guerre en Ukraine, février 2022, où là, la Russie a montré au grand jour pourquoi elle voulait conquérir l'Ukraine. The voting has been completed. Le blé est une arme géostratégique. Poutine l'a compris, il y a eu les embargos, il a pris des mesures qui font que il est devenu maintenant le premier exportateur mondial. Donc quand on se donne les moyens politiques et financiers, on arrive à en faire une arme, ce qu'on n'arrive pas à faire nous encore. Nous, on n'a fait que céder du terrain, en fait. Et là, on parle du blé, mais je peux vous parler du sucre. Il est en train de se passer le même scénario sur le sucre. Exactement le même. À travers l'Ukraine et d'autres pays de l'Est, peut-être, mais c'est le même scénario qui est en train de se passer. The food
since the start of the full-scale war. The Ukrainian ports in the Black and Azov Seas have been blocked by Russia. And it is a clear Russia's attempt to weaponize the food shortage on the global market in exchange for recognition for some, if not all, of the captured territories. Russia is launching the food prices as weapons. The impact spans from the Atlantic coast of Africa to the Southeast Asia, and this is the threat scale. Moyen-Orient, c'était des guerres par rapport au pétrole. En Ukraine, c'est carrément une guerre pour avoir plus de puissance alimentaire. Poutine brandit l'arme alimentaire. Déjà, depuis l'invasion de la Crimée, les mesures de rétorsion, il a développé son agriculture de façon très conséquente. Là où il était acheteur de blé, il est devenu exportateur de blé. Là où il était acheteur de viande porcine, il est devenu exportateur de viande porcine. Grâce à l'argent du gaz et des milliards de roubles que cela a généré, il a développé et structuré son agriculture. Il en a sous le pied, puisqu'il a la Sibérie à sa main. Avec le réchauffement climatique, ça va devenir une terre productive. Et vous disiez que c'est, en termes de superficie... C'est près de 30 millions d'hectares qui sont à nouveau à sa disposition. Pour comparer un peu, 30 millions d'hectares en plus à sa disposition dans les 10 années qui vont venir, le temps de les mettre en culture, par rapport à la réalité française de notre propre production. La France, c'est 56 millions d'hectares cultivables, la moitié en prairie, l'autre moitié en culture de tous ordres, majoritairement des grandes cultures, mais aussi de l'arboriculture, de la vigne, etc. D'accord. Et donc, pour poursuivre le récit, fragilité et vulnérabilité au moment du Covid, l'alimentation redevient essentielle. Poutine montre que l'alimentation est stratégique. Il en fait une arme. Les pays qui font allégeance à Poutine sont ceux qui ont besoin de ces céréales et de ces exportations. On l'a vu lors des votes à l'ONU. Il y a eu le début de la guerre au mois de février 2022 et au mois de mai ou juin, c'est à peu près ça. Nous avons, et j'ai porté auprès du ministre de l'Agriculture et du président de la République la possibilité que l'Union européenne pourrait avoir à acheter des céréales en Ukraine directement, de façon à payer les agriculteurs ukrainiens, leur donner du cash, et d'utiliser ces céréales pour en faire des dons alimentaires en Afrique, comme beaucoup de pays l'ont fait durant des décennies. Et malheureusement, cette idée qui a été portée par la France, et je crois que tout le monde avait vu un peu l'intérêt stratégique, n'a pas été retenue, malheureusement. 2 ans plus tard, la Russie s'est engouffrée, elle n'a pas eu besoin de cette idée, hein, pour des raisons politiques, elle s'est engouffrée dans cette politique de bas prix et de dons de céréales, et déstabilise le marché. Donc cela impacte énormément le revenu agricole français et européen. Et cela donne une très belle image de marque, et nous l'observons, de la Russie dans certains pays d'Afrique. Et puis avec les événements climatiques majeurs qui s'amplifient en raison du changement climatique, et Dieu sait s'il y a en ce moment des inondations dans de très nombreux endroits ou des sécheresses majeures ailleurs, l'agriculture apparaît vulnérable et fragile. Donc la production d'alimentation est fragile. Et donc un secteur qui apparaît depuis 4 ans maintenant, essentiel pour la population et la stabilité, stratégique pour la puissance et la non-dépendance, mais aussi vulnérable, est un secteur qui mérite plus de considération que ça n'a été le cas pendant les 30 dernières années. Ça fait 8 ans maintenant que je travaille au sein de l'interprofession des semences et plants, SEMAE. Et quand je suis arrivée dans cette organisation, la raison de mon recrutement était de réfléchir, revoir ensemble avec les équipes déjà présentes, à la manière dont on pourrait mieux répondre aux problématiques sociétales, aux problématiques médiatiques, aux problématiques informationnelles qui attaquaient le secteur semences. Aujourd'hui, notre problème, c'est que nous n'arrivons pas à dépasser un plafond de verre, à toucher, à faire comprendre nos problématiques, notre réalité du monde agricole. On a du mal à la faire comprendre à des personnes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à des étudiants d'écoles de commerce, au grand public. Au grand public. Et c'est une difficulté. On a besoin donc pour ça de pouvoir s'appuyer sur des forces qui ne sont pas du monde agricole, qui vont s'intéresser au sujet, qui vont porter ce sujet et le vulgariser à leur manière.
Et donc dans ce cadre-là, le travail qui a été fait par le GE, cette grille de lecture que vous avez proposée, elle est vraiment très importante pour nous parce que aujourd'hui, même si on a avancé, on a fait des efforts, on s'est familiarisé à ces sujets-là, l'agriculture reste quand même un monde fermé et on reste malheureusement avec nos méthodes, nos manières de fonctionner et on n'a pas encore forcément intégré le fait qu'il faille s'appuyer sur de la société civile, sur les médias, etc., pour faire remonter au mieux nos problématiques. Donc, l'initiative que vous avez prise au sein de l'EGE est vraiment essentielle pour le monde agricole et pour les semences aussi, évidemment. C'est vrai que, comme l'intelligence économique, si je dois un tout petit peu rappeler les 2-3 éléments qui structurent la démarche, c'est de l'interactivité. Donc, c'est pas simplement être dans un cœur de métier ou travailler dans un silo, mais c'est de regarder tout autour, c'est de voir tout ce qui est interactif par rapport à une activité donnée. Donc ça, c'est le premier point. Et c'est souvent très déstabilisant pour des personnes qui ne veulent pas regarder les choses sous cette forme. Je pense carrément qu'on peut plus se permettre d'être individualiste. Comme je vous l'ai dit, on peut toujours. Hein. On n'en meurt pas et nos structures se perpétuent. On ne peut plus, à travers tout notre environnement, alors qu'il soit macro ou microéconomique, notre environnement fait vraiment qu'on sera toujours gagnant pour moi à s'ouvrir, à aller chercher de l'entraide, de la copropriété, en fait du transversal. Mais en agriculture, on a quand même du mal à faire du transversal. Chacun est dans son silo, surtout les maillons après moi. Le stockage, la transformation, les interprofessions, tout le monde est dans son silo. Et c'est rarement transversal, hormis une assemblée générale par an, mais moi je vois trop d'agriculteurs qui ont les portes de la cour fermées et ils vont faire une carrière entière avec le banquier, le comptable, le technicien, et puis enfin avec le minimum, et ils vont faire une carrière entière totalement fermée. Arrêtons de nous regarder le nombril et puis le bout des pieds, on n'y arrivera jamais, c'est impossible, on va se marcher sur les pieds, c'est tout ce qu'on va faire. Et c'est ce qui se passe de toute façon. Du coup, ça entraîne notre colère, notre désespoir. Aujourd'hui, moi j'ai plein de collègues qui sont plus que désespérés. Hein. On les voit même plus, on les verra plus dans les manifs. On les verra plus. Ils sont restés dans leur ferme. Et ils parlent plus. Ben, je vous dis pas l'état d'après ce que ça va être. Et c'est déjà le cas, presque tous les jours. Et ça, il est où le Grenelle On a fait limite un Grenelle quand chez EDF ou Orange il y a eu des vagues de suicide. Il est où le Grenelle pour nous? On a pris des mesurettes là où on peut appeler des gens si on va pas bien. Génial, tout est bon à prendre, je critique pas. Mais non, mais si on veut, c'est du revenu, tout simplement. On veut juste vivre de notre métier et pas que de la PAC. Hein. Moi, je m'en passerai bien un jour. Hein. Un jour, peut-être. Un jour, en fait, on sera tellement compétitif qu'on n'aura plus besoin d'aide européenne. Le rêve. On va faire un petit peu d'intérieur. Un petit peu. On va changer les réglages de la caméra. Bon, un tracteur, une moissonneuse. Tiens, un exemple qui m'a foutu en pétard ce matin. Ça, c'est une moissonneuse. Elle a 12 ans et ça coûte 400 000 € et on l'a acheté à 3 agriculteurs. Moi, je ne peux plus acheter ça tout seul. Je suis en train de la réviser. Ça, c'est une grille qui est foutue. Vous avez 4 grilles comme ça. Les 4 grilles, j'ai eu le devis ce matin, 5 000 €. J'étais assis. 5 000 €, là, les 4 grilles, c'est une Clio d'occasion. Incroyable. On se prend l'inflation tous. On a pris l'énergie, on a pris la manœuvre, on a tous pris l'inflation. Mais pour moi, tout ce qui est machinisme agricole, c'est pire que les voitures. Nos voitures, elles ont pris 20-25%. Oui, l'énergie, la manœuvre, tout ça. Mais ça, là, le machinisme agricole, ça a pris 35%. Un tracteur, là, ce tracteur-là, il est même pas à moi, je le loue. Je peux plus l'acheter. Je le loue. Et l'autre, là, derrière, il est en copropriété aussi. En fait, on achète à plusieurs, on essaye de diminuer les charges, mais ça, on se prend ça dans la figure. Le secteur agricole français est lui aussi victime de la désindustrialisation française. Pourquoi? Premièrement, parce que dans le secteur agricole contemporain, il y a un usage très très important de machines-outils. Tracteurs, moissonneuses-batteuses, trieuses. Eh bien, il n'y a plus de constructeurs français de tracteurs en France. Alors, il y a des entreprises étrangères qui ont des usines qui fabriquent ce type de matériel, mais
que votre tracteur ait été fabriqué aux Pays-Bas, aux États-Unis ou en Allemagne, eh bien dorénavant, les pièces détachées de tous ces outils agricoles, en réalité, sont fabriquées en Chine. Donc en fait, tout le secteur agricole, au-delà de l'achat initial de l'outil, eh bien, tout le secteur est dépendant, en cas de panne, des pièces détachées fabriquées en Chine. On a mesuré depuis Covid et guerre notamment que la dépendance était quelque chose d'extrêmement dangereux. Alors on peut être dépendant de l'alimentation, mais on est aussi dépendant d'intrants pour faire l'alimentation. On est dépendant pour l'énergie, le gaz, le pétrole. On est dépendant pour les engrais, les fertilisants, qui viennent notamment de Russie, de Biélorussie ou du Maroc. Sur un sujet comme ça, on a vu les conséquences des politiques de rétorsion et de sanctions économiques quand il y a eu la guerre en Ukraine. S'il y avait un problème avec Taïwan, entre les États-Unis et la Chine, parce que le pouvoir politique français a prévu un plan pour aider le monde agricole à continuer à trouver des pièces détachées sur ce type de machines. La France est un peu désemparée par rapport à ça, tout comme l'Union européenne, qui vient de prendre des décisions contre la Chine, qui subventionne fortement ses voitures électriques. La réponse immédiate de la Chine, c'est de dire on va vous faire des rétorsions sur les alcools, notamment le cognac et un certain nombre d'autres alcools, et sur la viande de porc. Et la crainte, c'est justement qu'on assiste à des guerres économiques. Et c'est tout à fait important dans le contexte de cet échange de dire que l'alimentation aujourd'hui, c'est aussi une guerre économique, c'est une guerre d'influence, de puissance. Tu sais, l'agriculture et l'alimentation, c'est une question de territoire. La stabilité des territoires est beaucoup liée à la présence ou pas d'agriculture dans ces territoires. C'est une question de rivalité. Comme en économie, on l'a tous appris, les avantages compétitifs. Chacun essaye de produire dans le domaine où il est le plus compétitif et on se donne ou on se retire des éléments de compétitivité. La France s'en est beaucoup retirée pour de multiples raisons sur les dernières années, mais c'est aussi un enjeu de puissance. Et on voit que la Chine aujourd'hui, qui n'arrive pas à écouler tous les véhicules qu'elle pensait pouvoir écouler, fait cette rétorsion vis-à-vis de l'Europe sur les produits porcs et sur les cognacs. Les conséquences de conflits commerciaux qui ne nous concernent pas enchaînent et ont pour conséquence une baisse de 25% des exportations vers les États-Unis. Lorsqu'aujourd'hui, je le rappelle aussi, nos amis de Cognac sont en grande difficulté, voire très inquiets sur le marché chinois, nous nous rendons compte que le sujet d'accords commerciaux est pour nous un sujet important. L'agriculture, elle n'est pas simplement dans le monde matériel tel qu'on le connaît. Elle est aussi dans un autre monde qui n'existait pas avant, qu'on appelle le monde immatériel. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand je conduis un tracteur avec un système d'ordinateur assisté, je fabrique des datas, que ces datas donnent énormément d'informations qui vont permettre à d'autres de fabriquer un nouveau business, un nouveau commerce. Le commerce de ce qu'on appelle le marché des datas dans le monde agricole. On constate que ceux qui en profitent, ils ne sont pas sur le continent européen. Ils sont sur le continent nord-américain. On constate que ces datas agricoles, on ne les vend même pas, on les donne la plupart du temps. Parce que dans l'esprit de ceux qui sont chargés de faire fonctionner l'économie française, l'information visiblement n'est pas encore passée, comme quoi cette masse de data dans le monde immatériel, c'est un secteur économique en émergence qui va jouer un rôle majeur dans les recherches de profit et dans les processus d'enrichissement. Comment expliquer que dans un pays comme la France, il n'y ait pas, au plus haut niveau de l'État, un groupe d'individus dont la mission essentielle soit de délimiter les enjeux liés aux data fabriquées par le monde agricole et à tout ce qui peut en découler en création d'entreprises. Et là, je ne parle pas simplement de start-up. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de réponse crédible à la hauteur de cet enjeu. Vous avez un agriculteur qui doit acheter une machine agricole. Donc il va au vendeur de machines agricoles
Le vendeur lui dit très bien, signez ce contrat. Et dans les clauses du contrat, miracle, eh bien, il y a une clause de transfert de propriété des données agricoles de l'agriculteur vers le propriétaire du tracteur ou de la moissonneuse-batteuse, enfin de la machine agricole d'une manière générale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand l'agriculteur sort sa machine, va labourer son champ, il y a des GPS, donc on a tout le tracé exact qui est suivi par la machine. Alors ça peut être utilisé de manière positive en disant voilà, je vais travailler précisément sur ce sujet-là, mais en tout cas les données sont exportées ailleurs. Le climat, l'heure, etc. Un ensemble de données qui sont liées à la nature de l'activité en elle-même. Ces données sont transférées au constructeur de la machine. Ce constructeur les récupère et il en fait ce qu'il veut. Il peut très bien les envoyer à un spéculateur du monde agricole, un trader de matières agricoles, et celui-ci peut faire des anticipations d'évolution de marché. Si notre agriculteur fait tourner sa machine moitié moins de temps que l'année précédente, on peut en déduire que la production agricole spécifique sera proportionnellement moitié moins grande. C'est-à-dire qu'il y aura une pénurie. Qui dit pénurie dit augmentation des tarifs. On voit bien qu'un acteur spéculatif peut utiliser ces données dans un but de marché. Je ne parle même pas de manipulation de marché, c'est juste d'anticipation de marché. Bon, il y a d'autres spéculateurs qui, eux, font des manipulations de marché, c'est-à-dire qui achètent de la matière agricole, la stockent, attendent qu'une pénurie se crée pour que pénurie, augmentation des tarifs, et le revendent à ce moment-là. C'est ce que faisaient, sous l'Ancien Régime, les accapareurs. Le terme existe en France. Nous avons aujourd'hui certains producteurs et beaucoup de spéculateurs qui font beaucoup d'argent sur le contexte géopolitique. Est-ce que ça peut durer? Non. Et donc on doit aussi avoir un marché mondial qui accepte que nous avons des systèmes et des marchés qui se sont déréglés à cause de la guerre. Nous avons des gens qui ont spéculé sur la guerre. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui font beaucoup d'argent sur la guerre. On appelle ça des profiteurs de guerre. Il faut traduire. C'est pas j'ai pas de jean et je peux pas changer mon jean. Ça veut dire ils peuvent pas manger. Attendre que les gens ne puissent pas manger pour qu'ils soient prêts, parce qu'ils ont faim, à payer davantage, ce qui va permettre d'assurer leur survie, et donc vendent à ce moment-là pour faire une plus-value sur la faim. Ce sont des spéculateurs de la faim. Je dirais simplement que la dernière émeute de la faim, en France, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 1947. Et donc, jusque dans les années 50, en France, on savait que l'agriculture, l'alimentation et la survie étaient trois notions intimement liées. Depuis, il semblerait que, malheureusement, on l'ait oublié. Moi, ce qui m'a fortement marqué, c'est qu'à un moment donné, tu fais ressortir une problématique qui est la financiarisation du monde agricole, et pas n'importe quelle financiarisation, c'est la spéculation boursière sur les matières premières agricoles. Là, on met le doigt sur quelque chose qui n'est pas anodin. C'est-à-dire, on met le doigt sur comment, depuis la guerre en Ukraine, la spéculation sur les matières premières va de plus en plus influencer toute une partie de la commercialisation des produits agricoles au niveau mondial, avec, dans le cas de la guerre en Ukraine, une inflation artificielle. Je ne suis pas sûr que ça fasse la une de tous les journaux depuis que la guerre en Ukraine existe. Deuxièmement, les mécanismes très particuliers du trading agricole, et quelque chose qui va jouer un rôle très très important dans la grille de lecture en sortie, c'est qu'on voit qu'il y a une agriculture hors sol, qui est cette fameuse agriculture de spéculation sur le cours des matières premières, et une agriculture traditionnelle liée à son fonctionnement
on peut dire saisonnier et toutes les particularités que tu as étudiées, toi, dans la filière d'AgroParisTech. Oui, exactement. Je pense qu'à ce stade, ça me paraît important de rappeler que l'agriculture française est unique dans le sens où on a une diversité de conditions pédoclimatiques en France qui font qu'on a une diversité de production agricole et donc une diversité d'agriculture en France. On produit de la betterave ou des pommes de terre, par exemple, dans le Nord, des céréales dans la Beauce, et on produit aussi, par exemple, des bananes dans les Outre-mer, il ne faut pas l'oublier. Donc on a une diversité de production agricole qui fait aussi la richesse de l'agriculture française. Et cette diversité, cette complexité du monde agricole, du monde vivant aussi, parce que l'agriculture suit le cycle des saisons, c'est quelque chose qui peut rentrer en conflit avec une logique de marché, une logique spéculative, où justement on essaie d'uniformiser l'ensemble des productions derrière pour les intégrer dans un système agroalimentaire et faire des économies de large échelle, aussi bien sur la logistique que sur la production ou la transformation, que sur la distribution. La spéculation et la fluctuation des marchés, c'est d'abord un sujet de transparence. Le principal pays qui, à travers le monde, cache ses réserves de blé, c'est la Chine. C'est évidemment l'ensemble du G7 qui devait appeler à la transparence de tous les stocks. Un élément sur lequel je crois qu'il va falloir être terriblement vigilant, c'est la manière dont on rachète des terres et où il y a une spéculation sur la qualité de la terre rachetée par rapport à l'émission des taux carbone. Et ça aussi, c'est un domaine où on s'éloigne énormément de la fonction originelle de l'agriculture, qui est d'alimenter une population pour qu'elle vive, tout simplement. Là, on est sur des champs complètement nouveaux, dont l'habillage marketing n'est pas anodin. C'est-à-dire que les gens qui font ça, ils n'arrivent pas en expliquant ce qu'ils sont en train de faire. Ils font ça avec un discours humaniste, rassurant, écologiste, environnemental. Donc il y a de nouveau toute une partie de dissimulation sur ces nouvelles opérations sur lesquelles ce qu'on appelle le grand public ne sait pratiquement rien. Et quand on fait une veille, on découvre qu'il y a très peu d'informations qui circulent pour faire la part des choses, pour comprendre. On parle des rachats de terres, je découvre... je ne savais pas, moi en tout cas, qu'il y a déjà en France, alors c'est combien, 10% ? Une dizaine de pourcents à peu près. De terres possédées par des fonds d'investissement qui n'ont qu'une vue spéculative. C'est-à-dire, ces fonds d'investissement, leur problème, c'est pas d'améliorer la rentabilité de la terre possédée pour fournir de l'alimentation. On est sur une autre logique là. C'est ça, on fait face à deux logiques qui s'opposent. En fait, l'Union européenne a décidé d'emmener l'ensemble des puissances, l'ensemble des économies européennes vers la neutralité carbone en 2050. Et donc, ça impose aux entreprises européennes, 1, de réduire leurs émissions carbone, et 2, de compenser les émissions carbone qui sont incompressibles. Et pour compenser les émissions carbone, l'agriculture et les terres agricoles sont un levier considérable. Donc, ça va pousser les entreprises, pour compenser leurs émissions carbone, à acheter des terres agricoles. Et donc là, on rentre dans une logique ou dans une confrontation finalement entre une logique de compensation carbone et une logique de production agricole. Ce choix qui est fait de privilégier des échanges qui finalement ne nous paraissent pas logiques, cohérents, d'un point de vue environnemental tout simplement. Quand on nous reproche à nous nos pratiques, alors même que nous stockons du carbone à notre échelle, nous faisons tous les efforts et en général par nous-mêmes nous faisons toutes ces expériences, nous sommes prêts à être taxés, on voudrait nous taxer davantage de carburant, alors que tous ces carburants qui participent au fret et à l'importation de produits alimentaires de l'autre bout de la planète ne subissent pas ces taxes. Non, ce n'est pas concevable. Du coup, machine de betterave pour récolter, on peut parler d'un outil qui m'énerve pas mal, que j'ai plus, c'est l'acétamipride, donc les fameux néonicotinoïdes. Tout le monde me dit oui, t'es un fervent défenseur de la chimie, néonicotinoïdes, machin, t'es un drogué, t'as pas besoin de ça, machin. Oui, mais j'ai pas de problème avec ça. Moi, mon problème, c'est la concurrence déloyale.
Là, on va ressemer en mars 2025 mes betteraves sucrières. À chaque fois que je vais semer, je prends le risque seul. S'il y a une vague de pucerons, vecteur de jaunisse, et s'il y a la jaunisse dans cette culture, comme on a eu en 2020, moins 40% chez moi, 2020. Donc, cet outil-là, je ne l'ai pas. Par contre, les voisins européens, depuis quelques années, il y a entre 12 et 14 voisins européens sur 27 qui l'ont. Donc, deux solutions. Soit j'ai les mêmes outils qu'eux, soit eux, ils les ont pas. C'est tout. On a le même marché, c'est du sucre blanc, c'est le même sucre, hein, même si je pense que le sucre français est de meilleure qualité. Donc voilà, c'est une vraie distorsion de concurrence française qu'on s'est mis avec la loi de Pompili 2016 et 2018 derrière avec Egalim. On s'est mis une balle dans le pied, on s'est dit on arrête ça, soit, il n'y a pas de souci, sauf qu'on n'a pas d'alternative. On est allé trop vite, trop loin, trop fort. Et en fait, on est aux interdictions, parfois sans solution. L'exemple même, ce sont la NNI. Quand ça va bien, on dira qu'on a les solutions, puis quand ça va pas, on dira qu'on n'a pas les solutions. On n'a pas les solutions quand des pays voisins continuent, par exemple, à utiliser l'acétamipride. Et je pense que l'acétamipride est utilisé non seulement sur les betteraves, mais aussi sur d'autres cultures hors de France et qui sont interdits chez nous. Donc ça, c'est vraiment le problème. L'État nous dit les alternatives sont en route. Oui, et il y a eu des PNRI, des plans nationaux, publics-privés, avec l'État, pour chercher des solutions. Il y a des pistes, mais à ce jour, on est en janvier 2025, il n'y a pas encore de solution économiquement viable et qui fonctionne. Là, la semaine dernière, on vient de perdre une usine en France. Une usine, une sucrerie. On avait 20 sucreries, on en a perdu une privée la semaine dernière. C'est tout frais. Alors, c'est pas que à cause de la chimie, des néonies, tout ça. C'est une accumulation de conséquences. Mais concrètement, pourquoi on irait encore fermer des usines en France alors qu'on en ouvre ailleurs, quoi, notamment à l'Est? À titre d'exemple, sachez que l'autorité européenne de sécurité des aliments autorise 387 substances actives. La France n'en autorise que 283. C'est 100 de moins. Pourquoi? Comme je dis toujours, on voudrait faire exprès, on s'y prendrait pas autrement pour nous couler l'agriculture. On s'y prendrait pas autrement, on ferait exactement ça, si on voulait nous couler. À petit feu, on ferait ça. Non mais continuons. J'ai dit ça sur les réseaux à Van der Leyen il n'y a pas longtemps. Elle n'a sûrement pas entendu, mais c'est exactement ce qui se passe dans les faits. Et ce qui est d'autant plus rageant, c'est qu'au bout de la chaîne, dans les rayons et dans les assiettes, il y a tellement peu de traçabilité des matières premières et surtout des produits transformés que le consommateur ne le voit pas. On importe de plus en plus, tout ce qu'on arrête de produire chez nous, on l'importe, et ça se voit pas dans les rayons. On peut prendre l'exemple de la noisette qui est morte, la cerise, on est en train de perdre l'endive, on est en train de perdre plein de filières en fait, et le consommateur ne le voit pas vraiment, il va s'en apercevoir le jour où il n'en aura plus. Ah bah tiens, j'arrive plus à acheter de cerises françaises, ah bah tiens, j'arrive plus à avoir de noisettes françaises. Ah mais pourquoi? Ah mais trop tard, on sera mort. Une fois qu'une ferme est arrêtée, elle ne redémarre pas. Elle ne redémarre pas. On a vécu la désindustrialisation, et je me permets ce matin, j'entendais RTL en venant. Oui, il y a une réindustrialisation en France, mais pas dans l'agroalimentaire. On garde du retard, et c'est là, et c'est aujourd'hui, qu'on pose les problèmes de l'industrialisation alimentaire de demain. Donc, donnez-nous les moyens. C'est le parcours du combattant. L'administratif en France, on s'est créé des millefeuilles en cartographie, mais des millefeuilles administratives de dingue. Déjà, l'Europe, c'est une machine à faire des normes. En plus, nous, la France, c'est une machine à faire des surtranspositions. Donc, en fait, on manque de compétitivité. Vous vous adressez à une dizaine de services différents entre l'échelon départemental, régional, national, européen, le local, avec le maire, machin. En fait, c'est plus qu'un métier faut être courageux quand même pour lancer ça. Ils sortent tous de la maison qui rend fou. La maison qui rend fou? Oui. Puis pendant ce temps-là, vous regardez dans d'autres pays, en un mois, c'est fait les autorisations, puis je passe, ça y est, le poulailler, il est parti, et puis ils produisent. Moi, je sais pas, on était 1 300 000 agriculteurs, là on n'est plus que 390 000, et puis bientôt 200 000. Et on a toujours plus en fait de gens dans l'administration, pas que le ministère, mais dans les administrations, la globalité, on a de plus en plus de monde. Et on est vraiment dans une spirale mortifère. Le renouvellement générationnel passe par une filière qui défend sa souveraineté. Si
les jeunes générations d'éleveurs ne ressentent pas ça, eh ben, ce sera difficile de les motiver à reprendre les exploitations agricoles. Il nous faut maintenir également une rémunération motivante pour l'éleveur pour permettre la succession de ces fermes-là et la reprise des exploitations. Il faut qu'ils aient un avenir et un futur. Parlons-en, mon fils a 25 ans. Et il tape à la porte en disant Papa, il y a moyen que je m'installe à un moment donné. Il travaille à l'extérieur, il travaille dans le machiniste agricole. Il s'y plaît, ça va très bien. Mais du coup, je lui dis, moi, avec papa, je ne me suis même pas posé la question. Je suis que la deuxième génération. Je ne me suis même pas posé la question d'installation. Derrière les études, j'étais à l'armée, machin, bim. Je suis installé, j'ai bossé en 2000. Mais là, je me pose la question. Mais moi, ça me tord les boyaux. Ça me tord les boyaux. J'ai pas la réponse. Il a 25 ans, je n'ai pas la réponse. Mais je veux pas le foutre dans le mur. Je veux pas dire aux enfants, parce que j'ai une fille aussi, Justine, l'un ou l'autre, ils peuvent s'installer. Je veux pas leur dire, allez-y, foncez. Et puis au final, au bout de 5 ans, ils bouffent toujours des patates et ils n'y arrivent pas. Et ils sont là, ils n'arrivent pas à rembourser les emprunts. Et il y a tous les aléas qui se prennent dans la tête et ils n'y arrivent pas. Moi, ça m'empêche de dormir parfois, franchement. Il faut du revenu, c'est tout. Il faut du revenu. S'il y a du revenu, il y a de la transmission, on installe des jeunes. S'il y a du revenu, on est capable de passer tous les aléas. Chez les agriculteurs en partance pour la retraite, seuls 26%, c'est-à-dire un futur retraité sur 4, sait à qui il transmettra son exploitation. Dans 20% des cas, il s'agit de la reprise par un enfant. Dans 6% des cas, c'est un tiers qui reprendra cette exploitation. Donc pour un départ sur 4, on a bien une installation. Pour 6% des cas, ça serait une consolidation, un agrandissement d'une autre exploitation. Il nous reste autour de 60% d'exploitations dont l'avenir n'est pas connu. Bienvenue dans les vignes du Mont Pourceau. Ça s'appelle Mont Pourceau parce que au niveau cadastral, géographiquement, c'est un lieu-dit cadastral. Alors en fait, c'est parti d'une idée avec mes voisins, Alice et Seb. Et on avait, moi j'avais la parcelle là et Alice à côté. On avait du maïs, de la jachère, on avait un peu de tout. Puis on avait toujours cette idée en fait de travailler en local. Et puis on s'est dit pourquoi pas la vigne. Et puis vu que le lieu-dit c'est les vignes du Mont Pourceau, on s'est dit on va planter de la vigne. En plus il y a une demande en local. Allons-y. On a 25-30 hectares, on est une douzaine. Et en face de nous, à côté, il y a des viticulteurs qui vendent des kilos de raisins à un négoce. Voilà. C'est eux les plus gros des Hauts-de-France. C'est pas du tout la même démarche que nous, voilà. Ce qui est très bien, c'est qu'il y a du monde qui s'y est collé. La vigne parce que le nom local et puis le changement climatique. Le fameux pacte vert, le Green Deal, on peut pas être contre l'intention initiale vu qu'on a signé les accords de Paris. Donc voilà, on s'est donné des deadlines, 2030, 2050, donc on doit y aller. Donc l'énergie, l'agriculture, tout y passe. Donc il faut décliner des politiques derrière. Moi je pense que clairement on a été trop vite, trop fort, trop loin, encore une fois. À chaque fois l'Europe se dit on y va et puis le reste de la planète suivra. Ce qu'on s'aperçoit directement au bout de quelques années quand on va trop vite, trop fort, avec toutes les politiques du pacte vert, c'est que on met des filières par terre, carrément, et les autres le font à notre place. Donc on augmente les importations. Et c'est ce qui s'est passé. This is a great start of what is going to be quite a bumpy road, where we will need both institutions to concentrate on all the elements that we need to make the Green Deal work. Plus vert, c'est plus cher. On nous a mis en situation de compétition et maintenant on nous contraindrait d'ajouter des éléments qualitatifs sans que les prix soient revalorisés. C'est une équation impossible. Honorable members, some say the costs of this transformation is too high. En 2009, au début de la mandature d'Ursula von der Leyen, c'était toute voile dehors, environnement, environnement, environnement. Personne ne pensait qu'il allait y avoir ce risque par rapport à l'alimentation, à la sécurité alimentaire et à la fourniture d'alimentation. Le Covid, la guerre, les événements climatiques ont peu à peu montré, et nous avons beaucoup dit aussi, attention,
si on baisse pavillon sur la capacité de produire, on se rend dépendant par rapport aux autres continents, alors que la demande mondiale augmente. Les autres pays se demandaient pourquoi l'Europe allait mettre un genou à terre, parce que faire l'ensemble du Green Deal, ça conduisait à produire moins d'alimentation. Ursula von der Leyen, voulant à nouveau se présenter et voyant la bronca, a dit le 13 septembre je veux lancer un grand chantier de dialogue stratégique pour sortir des polarisations entre agriculture et environnement. Ce qui a été porté quand même par Frans Timmermans, le vice-président de la Commission en charge du Green Deal, a été tyrannique. Il a dit voilà ce que vous devez faire, très descendant, sans se préoccuper de savoir si c'était faisable ou pas par les acteurs, sans se préoccuper du financement, combien ça coûte et qui prend en charge. Et ensuite, les protestations agricoles partout en Europe, 17 pays sur 27 qui ont manifesté. La peur aussi de ce tremblement de terre quand même, parce que le soutien des populations aux agriculteurs, la surréglementation bruxelloise, voilà des événements qui ont fait prendre conscience. Le budget de la PAC, en fait, il faudrait qu'il soit bien supérieur. Si on veut faire les fameuses transitions, il faut y mettre du pognon. Hein. Et derrière le pognon, donc il y a beaucoup de recherche en fait. Hein. Pour réussir à avoir des alternatives sur tous les sujets, hein, les engrais, les pesticides, tout ce que vous voulez. Et donc on n'a pas compris qu'il fallait payer, mais maintenant je reviens à ça, hein, qui paye. Maintenant, sur le bio, je ne comptez pas sur moi pour dénigrer le bio. Toute démarche, toute agriculture qui est là pour remplir des assiettes est bonne. On a essayé de développer la filière sucre bio depuis 3-4 ans. Le marché n'a pas suivi. Et qu'on a collecté les dernières betteraves bio à l'automne 23. Ceci étant, on n'avait pas écoulé le stock bio de l'année 22 et on a dû, hélas, commercialiser une partie du sucre bio en sucre conventionnel, tellement les marchés étaient surchargés. Est-ce qu'on repartira un jour vers le bio ? C'est la demande, parce que nous, on est obligé de répondre à une demande. Et si la demande n'est pas au rendez-vous, bien évidemment, on ne produira pas. Ouais, là, on espère peut-être repartir si les conditions s'orientent vers le bio, qui reste quand même une niche et des problèmes de valorisation pour nos producteurs, quoi. Il y a une demande, il y a des gens qui veulent du bio, et c'est un marché, il faut y répondre absolument. Moi, je suis dégoûté de voir plein de collègues qui sont lancés dans le bio et qui font du rétropédalage à cause de la crise, pas que l'Ukraine, et qui sont obligés d'arrêter de se déconvertir, quoi. Et c'est un truc de dingue. Ils ont fait confiance à un truc, ils s'y sont allés à fond. C'est une histoire familiale, hein, c'est une histoire d'entreprise aussi, mais bon, voilà. Et puis aujourd'hui, rétropédale. C'est tout perdu pour tout le monde, en fait. Donc j'aimerais bien qu'aujourd'hui, on sanctuarise. On arrête de dire il faut aller vers des objectifs de tant de pourcentage. Non, on arrête. Et si demain il y a une demande, et si demain on a besoin de plus, on ira. On trouvera toujours des gens pour y aller. Voilà. Mais c'est totalement démagogique de faire l'inverse, de dire aux consommateurs au marché, tu vas manger bio et tu n'auras pas le choix, alors que non, ça ne suit pas. Et du coup, on a mis des gens dans le mur. Ça m'énerve. Le bio a vécu une dégringolade très importante, en France notamment. Il y a eu une bulle politique qui s'est percée. C'est dramatique pour les producteurs bio, mais il y a quand même une responsabilité énorme des politiques qui ont surestimé la capacité des citoyens à suivre. Et là, il y a quand même aussi des paradoxes de consommateurs qui veulent une agriculture plus verte, plus belle, plus welfare, mais qui ne sont pas toujours prêts à dépenser plus. L'alimentation n'est plus la première dépense ou la dépense prioritaire. Se loger, se déplacer, la téléphonie, l'Internet, puis l'alimentation, 4e poste de dépenses et de considération. Là, est-ce qu'il n'y a pas aussi à reconsidérer et à faire de l'éducation sur ces sujets en disant que plus vert, c'est plus cher. Produire l'alimentation plus verte, faire les transitions, faire le bien-être et faire tout ce qui nous est demandé, ça ne peut pas se faire au même prix que ce que nous faisions dans les 30 dernières années. On parle avec vous de cette nouvelle tendance, la food tech. Et oui, vous savez, la nouvelle tendance, c'est de mettre la tech à toutes les sauces. Il y avait la biotech, la medtech pour la médecine, la fintech pour la finance. Et bien, maintenant, vous avez la food tech. Alors, on pourrait croire que cette tendance, elle est née ici, en France, berceau mondial de la gastronomie. Eh bien, pas du tout. Elle est née dans la Silicon Valley parce que le tech était plus fort que la food. Et voilà, c'est donc la nouvelle grande tendance et elle débarque chez nous. Pourquoi l'école de guerre économique s'intéresse aussi à cet aspect-là ? C'est qu'on voit la réalité catastrophique de l'industrie agroalimentaire dans un pays comme les États-Unis, qui veulent arriver comme donneurs de leçons
en intégrant en plus ce qu'on appelle l'agriculture artificielle, par exemple la viande cellulaire, comme si c'était la solution pour sauver la population mondiale. Bien sûr qu'il faut sauver la population mondiale, mais pas en lui donnant à manger n'importe quoi. Aujourd'hui, dans les innombrables fast-food ou snacks, une énorme quantité de poulet est consommée. Nettoyer les cages serait trop coûteux et difficile à réaliser. On a donc conçu des cages dont le plancher est un grillage par où s'écoulent les excréments de l'oiseau qui tombent dans une canalisation en ciment. Les excréments, les plumes et même les oiseaux morts sont broyés en un amalgame liquide et mousseux. On y ajoute 35% de nourriture fraîche et quelques produits artificiels. Le produit fini se présente en granulés et est distribué par un tapis roulant. To this day, one of the biggest challenges with lab-grown meat is giving them the flavors and textures that you might expect from biting into a steak or burger. However, this has not stopped entrepreneurs and scientists from trying. Today, startup companies are working to bring lab-grown beef, chicken, and even fish to dinner tables around the world. They will also need to find an alternative to the use of fetal bovine serum, which is derived from cow fetuses and is added to culture media. The use of the serum is a major barrier for an industry that is trying to take animals out of the equation. Et voilà, c'est de la viande. Oh! Goûte. Ah non, goûte. Ah non. Pour être totalement transparent, nous, on n'est pas opposés à ce que cette technologie-là soit développée si ça peut améliorer la santé de ces animaux et réduire justement la mise à mort d'animaux pour nourrir ces carnivores qui, eux, ont plus de difficultés que nous à digérer des protéines végétales. Ce sont nos adversaires qui soulèvent la question de la prédation comme moyen de dire, puisque on ne peut pas empêcher le lion de manger la gazelle, on ne peut pas vouloir interdire aux humains de manger les autres animaux. Il est nécessaire que le mouvement antispéciste puisse répondre à ce reproche. Puis il y a aussi des associations animalistes qui sont financées par des fonds philanthropiques américains pour assassiner l'élevage européen. On le voit, on le sait. Et quand on voit tout ça, il y a aussi de la part de certains médias une certaine complaisance en cherchant à aller plus loin, en cherchant les oppositions, les punchlines, sans essayer d'approfondir un petit peu plus. On manque aussi de journalistes connaisseurs de l'agriculture qui piochent un petit peu plus loin et qui essayent de rétablir la vérité. Alors, paradoxalement, les réseaux sociaux qui ont parfois été violents en direction de l'agriculture sont aussi le lieu où on peut directement, sans filtre journalistique, et communiquer, dire concrètement et publier pour dire voilà ce qu'est réellement l'agriculture, voilà ce que sont les enjeux de l'alimentation, voilà pourquoi l'agriculture et l'alimentation, c'est politique, c'est géopolitique, c'est stratégique, et voilà pourquoi il faut une politique beaucoup plus forte. J'ai une fille qui sillonne l'Europe sur des projets européens de recherche en production animale, en élevage. Elle m'envoie des photos régulièrement. Je vois des bâtiments au top, je vois des installations super modernes. Et en France, quand on veut faire un bâtiment d'élevage, on a tout de suite une horde d'opposants qui viennent nous dire non, non, non. Donc, ils sont contre l'importation de produits venant d'ailleurs, mais ils ne veulent pas qu'on produise en France. Enfin, nous n'avons, à l'instant présent, à ma connaissance, aucune attaque contre les volailles importées. Les modes de production, ça ne les concerne pas du tout. Faire venir du poulet brésilien, ou du ukrainien, ou du polonais, ou du thaïlandais, qui a été produit dans les conditions que je vous ai montrées, ça ne pose aucun souci à personne. Donc il va falloir aussi que les élus de la République se penchent à leur niveau sur l'agribashing. J'ai pas non plus le sentiment que toutes les importations de viande à base d'OGM venant d'Amérique latine, ça ait déclenché des campagnes de mobilisation de militants équivalents de faucheurs volontaires pour empêcher les consommateurs français, voire européens, de consommer de la viande à base d'OGM qui arrive par centaines de milliers de tonnes depuis je ne sais combien d'années en France. Donc il y a un problème de ce côté-là, c'est-à-dire que les personnes vertueuses sont à moitié vertueuses,
ou ont des trous de mémoire par rapport à certaines réalités. Mais la vraie question, et ça c'est une question essentielle, c'est que nous n'avons pas réussi pour l'instant à aller jusqu'au bout du raisonnement sur les enjeux de guerre économique derrière les OGM, ce que c'est devenu, qui occupe les positions au niveau mondial. Est-ce que les OGM, c'est vraiment quelque chose qu'on présentait comme un élément dangereux pour la santé publique, alors que toute une partie de la population française consomme de la viande à base d'OGM importée d'Amérique latine sans que ça ne dérange personne, quoi. Ça passe comme une lettre à la poste, et nos rentiers de situation qui se présentent la main sur le cœur pour défendre la cause de l'humanité, là, ils sont aux abonnés absents. Parce que quand on est sur la viande artificielle, par exemple, on voit bien qu'il y a la manœuvre des gens de la Silicon Valley alliés à des groupes de l'agroalimentaire américaine qui arrivent à la main sur le cœur. Nous servons l'intérêt de l'humanité par humanisme. Nous pourrons nourrir tout le monde, pas les autres, parce qu'ils n'auront pas les moyens productifs de le faire. Je suis désolé, mais j'ai du mal à croire que la Silicon Valley, c'est une bande de joyeux copains humanistes qui s'intéressent à l'histoire de l'humanité. D'accord? This one really mattered. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. Il ne faut pas oublier que c'est nous qui prenons les risques. Et ça, un jour, il faudra aussi peut-être le chiffrer, ça. C'est-à-dire que quand on impose plus de contraintes réglementaires, l'enjeu, il est forcément financier à la fin, il est économique, et toutes les pertes, c'est ma ferme qui les perd. Pourquoi ce serait toujours moi qui prendrais le risque seul? Et c'est ça qu'on n'arrive pas à avaler. C'est ça qui découle aussi de tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on arrive à dialoguer davantage avec les consommateurs pour en faire des alliés. On ne pourra pas avoir ce projet pour l'agriculture et l'agroalimentaire s'il n'y a pas l'adhésion des citoyens, des populations et puis des élus territoriaux pour qui c'est quand même le maintien de fleurons. Qu'avez-vous dit au chef de l'État ce matin ? Je lui ai dit tout simplement qu'il fallait continuer à produire et que le mot production devait revenir dans le vocabulaire. Nous avons besoin de produire, on a besoin de produire pour nourrir, et donc on fera tout pour protéger cette souveraineté alimentaire française et européenne. Demain, rien ne nous dit que l'alimentation ne deviendra pas une arme. Et donc notre responsabilité, c'est de produire sur notre sol ce qui nous permet de nous nourrir et de nourrir nos enfants. Il y a eu un processus de désoccultation où les yeux se sont ouverts, qui est essentiel. Il faut voir le verre aussi à moitié plein, bien sûr. Il y a des choses qui ont été faites. Vous avez parlé des retraites. Par contre, complètement absent, le revenu et encore plus de simplification. Je ne veux pas passer ma vie à demander des enveloppes. Il faut arrêter, l'opinion, elle n'en peut plus de ça. Ouais, les agriculteurs, dès que vous avez un problème, on vous dit « bah ils ont raison les gens, ils ont raison ». Donc si on avait plus de prix, plus de revenus, voilà, ça irait beaucoup mieux. L'agriculture française, elle a justement ses typicités partout. La Bretagne, c'est pas les Cévennes, c'est pas les Landes, c'est pas l'Alsace. Il y a quand même cette diversité qui est une vraie richesse que beaucoup de pays n'ont pas, que beaucoup de pays nous envient, y compris notre gastronomie. C'est un message très clair et c'est sur ces mots que nous allons nous quitter. En tout cas, croyez-moi que moi, à mon niveau et dans la structure que je dirige, on l'a bien perçu et on essaiera de faire autant que faire se peut pour vous aider. C'est pour survivre qu'il faut agir et combattre collectivement. Ce travail a été pour nous l'occasion de redonner notre définition à des termes qui sont très importants, qui sont structurants en fait pour la pensée du grand public, pour la pensée de la société. Et ça aussi, ça fait partie de l'intelligence économique. En tout cas, merci pour ce travail-là. La grille de lecture a été testée devant l'association de soutien à l'Académie d'agriculture. Visiblement, vous avez fait œuvre utile et bien entendu, le CR 451 continuera à travailler sur ces questions.